La victimisation ne sert de rien, il faut agir. Et j'aimerais, Tanguy, vous donner la parole sur ce point, parce que rien qu'à l'intitulé de la dynamique que vous portez, Black Network, est-ce que si on vous disait qu'il y a un White Network ou que ce soit, est-ce que vous seriez impassible en vous disant pourquoi pas, ou est-ce que vous diriez quand même, on est sincère ici, comment ça, il y a une couleur à ce network? Non, je ne dirais pas comment ça, il y a une couleur à ce network, parce qu'effectivement, nous, on s'est prévalu de cette couleur, donc on peut reprocher aux autres de le faire. Après, nous, notre situation, c'est de dire que la diaspora africaine et afrodescendante en France souffre. Ravi de vous retrouver sur le plateau de Lady vous écoute. Nous parlons aujourd'hui des défis et des solutions pour le retour en Afrique. C'est une véritable situation qui concerne les uns et les autres, où que vous soyez. Vous êtes là-bas, vous avez envie que les cerveaux reviennent. Vous êtes ici, vous avez envie d'y aller. C'est ensemble que nous allons parler avec nos 4 invités du jour. Nous les recevons. Merci d'être avec nous, Dr Eli Nkamgue. Bonjour. Bonjour, Lydie. Vous êtes le président du Club Efficience et surtout le cofondateur de Mansa. Tout à fait. Vous aurez l'occasion tout à l'heure de nous dire de quoi il s'agit. À vos côtés, Esther Bois. Bonjour Esther. Bonjour Lydie. Vous êtes présidente de l'Académie de la sous-location professionnelle. Nous aurons l'occasion d'en parler bien évidemment, puisque cela fait partie de quelques solutions pour pouvoir envisager ce retour en Afrique. Et puis nous avons avec nous, non pas Tanguy de Bangui seulement, mais Tanguy Ngafaouna Tabissi. Bonjour. Bonjour Lydie. Vous êtes le président de Black Network, vous êtes lobbyiste, et puis vous avez à votre actif quand même un podcast, il faut le dire. Kalimandjaro. Et puis à vos côtés, c'est partir en Guinée tranquillement pour arriver à GT West Africa. Vous êtes Mohamed Lamine Diaby et vous êtes le responsable du pôle investissement. Exactement. Ce sont aussi des solutions, c'est ce que vous nous disiez en préparant cette émission. Pour rentrer en Afrique, il faut envisager faire des choses concrètes parce qu'on ne rentre pas comme pour faire du tourisme, on rentre pour être force de proposition. Docteur Eli Nkamgue, j'aimerais bien que nous parlions d'ores et déjà du forum des RIPAT parce que c'est vraiment cela qui est à l'intersectionnalité de notre concertation aujourd'hui. Il faut pouvoir repartir. Les expatriés, on connaît, on sait ce que c'est, mais les RIPAT, on découvre et je voudrais vous laisser nous en parler. Ben, écoutez, Efficience, aujourd'hui, ça fait 17 ans. 17 ans que nous essayons de structurer, mobiliser la diaspora. Et très souvent, quand on parle de la diaspora, on voit plutôt les fuites de cerveau. On nous a longtemps considérés comme des fuites de cerveau. Mais petit à petit, on se rend compte que cette diaspora devient une force incontournable du développement. On est beaucoup plus valorisé par les transferts d'argent, mais pas que. La diaspora aussi, c'est des compétences, c'est des talents, c'est des cerveaux. La diaspora aussi, c'est de la technique, c'est de la technologie dont nous avons besoin pour développer notre continent. Et la diaspora, c'est aussi des ambassadeurs de notre continent. C'est la diaspora qui représente au mieux ce continent à l'étranger. Cette diaspora, aujourd'hui, est structurée. Nous sommes à la 2e, 3e génération. Ceux qui sont nés d'ici, 2, 3 générations. Ces 2, 3 générations n'ont pas le même attachement au continent qu'avait la première génération, nous, les parents nés en Afrique. La vision est différente, les attentes sont différentes. Donc aujourd'hui, le but, c'est de structurer, d'organiser et de mettre en place des mécanismes où cette 2e, 3e génération puisse vraiment apporter de sa compétence, de ses talents, pour valoriser tout ce qu'ils ont accumulé comme expérience, comme talent dans ces pays d'accueil et voir comment ils peuvent être un relais de développement de nos pays d'origine qui en ont tant besoin. Je voudrais vous remercier pour la mise en relation avec cette 3e génération que vous avez avec vous et je voudrais vous recommander, si vous le permettez, si vous avez un âge certain, assurez-vous que vous êtes en interaction avec la 3e génération. Il y en a toujours à vos côtés, vous apprendrez des choses. Comment faire des choses de l'ordre du numérique sans vous gratter la tête. Je voudrais, Esther Bois, vous laisser réagir à ce qui nous est dit. Vous considérez-vous comme étant la 3e génération? Est-ce que c'est quelque chose qui vous accompagne? Est-ce que vous en avez conscience de manière particulière ou tout simplement vous vaquez? Alors oui, tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un devoir moral qu'on a en tant que jeune génération de la diaspora d'envisager des solutions d'aide au développement de nos continents. Et comme le docteur Eli l'a dit, pas seulement en termes financiers, pas seulement en termes de transfert d'argent, mais aussi en termes de transfert de compétences.
Donc, on a la chance d'avoir un système éducatif ici qui nous a permis d'aller très loin. Il faut que tout ce qu'on a appris ici, l'expérience qu'on a eue, qu'on puisse les mettre à disposition du continent. Et je loue tout à fait ce forum RUPAT qui nous permettra justement de se mettre en relation, de réfléchir et de trouver des solutions adéquates. Rendez-vous d'ores et déjà donc au forum RUPAT qu'on peut voir en images. Vous voulez en rappeler les dates. Je ne m'empêche pas de dire docteur Eli Kamgue. Monsieur Eli Kamgue est donc chirurgien dentiste, c'est bien cela. Nul n'est parfait. Nul n'est parfait. Il a parlé tout à l'heure des compétences qui se superposent. C'est cela aussi, personne n'est enfermé dans un couloir. Et fort souvent, la richesse est celle que l'on délaisse parce qu'on se départit en quelque sorte des choses que pourtant on pourrait mettre en avant. Alors ce forum-là, on va en parler et puis je reviendrai de l'autre côté du plateau. Ce rendez-vous, c'est au mois de février. Qu'en est-il? Où est-ce que cela se passe et que faut-il en attendre? Ce forum se passera le 8 février à l'hôtel intercontinental Paris Opéra. Ce sera sur toute une journée. Nous avons voulu regrouper en un lieu, en une journée, tous ces acteurs de la diaspora et de l'Afrique. Donc nous aurons 4 panels et 4 ateliers. 4 panels, c'est un panel des RIPAT, c'est-à-dire des personnes de la diaspora qui sont rentrées, qui sont sur le terrain en Afrique, qui reviennent nous donner quels sont les défis, quelles sont les solutions qu'ils ont pu trouver pour s'adapter à leur retour au pays. Nous aurons aussi un panel des influenceurs. Comment aujourd'hui ces influenceurs de la diaspora peuvent aider cette dynamique de retour sur le continent? Comment valoriser l'apport de cette diaspora sur le retour du continent? Nous aurons les présidents des patronats, qui sont les acteurs privés sur le continent. C'est eux qui portent la force économique du continent. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de cette diaspora? Qu'est-ce qu'ils attendent de cette diaspora en termes de compétences? Comment est-ce qu'on peut organiser cette chasse de ressources dont on a besoin pour développer nos industries? Nous avons besoin aussi, ces entrepreneurs, ces patrons, ces patronats ont besoin de la technologie, de la technique pour développer nos industries. Ces diasporas maîtrisent quelque peu toutes ces techniques et on a besoin, bien évidemment, du financement. Esther le disait tout à l'heure. Les diasporas brillent par les transferts d'argent, près de 65 milliards de dollars que nous transférons sur le continent, qui dépassent l'aide au développement, qui dépassent les investissements directs. Mais nous sommes le premier bailleur de fonds sur le continent. Mais nous sommes les seuls à ne pas être au courant de ça. Et aujourd'hui, il faut qu'on arrive à structurer pour empêcher que cet argent, même si cet argent aide énormément nos familles, que cet argent ne soit pas dirigé que vers la subsistance, que cet argent soit orienté vers du capital productif. Et donc vers du développement. Vers le développement. Et c'est ce dont on a tous tant besoin. Alors à présent, je voudrais vous poser la question à vous. Lamine, quand on parle de ces RIPAT, est-ce que vous vous reconnaissez dans ce profil? Ce que nous savons tous des expatriés, c'est qu'ils ont des sonnantes et des trébuchantes en comparaison de l'endroit d'où ils sont partis quand ils vont travailler ailleurs. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous nous confirmez que c'est cela pour les RIPAT aussi ou pas du tout? Alors, ça va être peut-être assez différent de... Quand on parle de RIPAT, on parle des personnes qui ont, par exemple, grandi ici et qui vont s'installer définitivement ou pas donc, en Afrique, dans un pays d'Afrique. Ouais. Nous, on va dire qu'on a un profil un peu hybride, par exemple avec Esther aussi, où on fait des allers-retours. Il va falloir trouver un autre mot, docteur, parce que là, on est en difficulté. Mais c'est ce qui est bien aussi avec cette génération-là. Oui. On est hyper connectés, on s'est mis... toutes ces barrières-là n'existent plus pour nous. Donc, faire des allers-retours comme ça assez réguliers, ce n'est pas un problème. Donc, les mots sont faits aussi pour être changés, pour bouger. Donc, nous, on est là aussi pour faire ça, quoi. Alors, rien n'est figé dans le temps. Je le disais dans les coulisses tout à l'heure que les oiseaux volent, ça n'est pas un secret. Les poissons nagent, ça n'est pas un secret. Et les êtres humains bougent. Ils bougent, ils bougent, j'allais dire migrent, ils migrent. En tout cas, ils bougent, ils ont la latitude de pouvoir être sous toutes les latitudes. Tanguy de Bangui. Je voudrais vous donner la parole, alors pas en retard, on aura l'occasion de voir en image ce que vous avez fait récemment, cela ferait rattraper le temps qui ne vous a pas été imparti, mais tout de même sur ce qui a été énoncé, sur la question des RIPAT. Quel regard avez-vous quand on sait par ailleurs que vous avez à cœur de pouvoir mettre en avant les compétences des personnes de la diaspora? Quel regard portez-vous sur cette dynamique nouvelle que de devoir repartir sur le continent? Effectivement, c'est quelque chose qui est nouveau, comme vous l'avez très bien dit, et je souscris à tout ce qui a été dit sur l'intérêt économique de la diaspora. Et j'ajouterais quelque chose qui est de dire que dans le podcast, j'ai discuté avec beaucoup de personnes qui sont reparties s'installer, et quelque chose qui m'a frappé, le mot qui revient souvent, c'est que l'Afrique a reconnecté ces personnes-là avec leur humanité.
Et ça permet de montrer que, au-delà de ce que nous, on a apporté à l'Afrique, l'Afrique a beaucoup aussi à nous apporter, nous jeunes qui avons grandi en Occident, parce que sur bien des sujets, on est un peu perdus, pour dire les choses simplement. Ça n'est même pas moi qui le dis. Voilà, il faut le dire, c'est une réalité. Oui. Et parce qu'il y a des valeurs traditionnelles, parce qu'il y a un autre rapport au temps, un autre rapport aux objets, eh bien l'Afrique aussi peut, je pense, nous sauver, nous qui sommes dans la diaspora. Alors, docteur Kamge, quand même, est-ce que vous avez que diriez-vous à celles des personnes françaises avec lesquelles vous avez si longtemps vécu ici, puisque vous êtes là depuis avant 300 siècles? Est-ce que vous comprenez que l'on ne comprenne pas, finalement, nécessairement, cette dynamique tournée vers les pays d'origine, alors que souvent, les gens dits de la diaspora sont français, j'allais le dire, au sang bleu, allons-y, jusqu'au bout de notre pensée. Non, nous comprenons tout à fait. On est dans une économie à l'heure de la mondialisation. On ne peut pas, tout à l'heure, vous l'avez si bien dit, Lady, les êtres humains bougent. Oui. Donc aujourd'hui, il n'est pas question de cantonner des gens dans un pays, dans un continent. Les gens bougent. Quelle que soit la couleur du sang, vous le disiez tout à l'heure aussi. Quelle que soit la couleur, voilà. Les gens bougent et se sentent à l'aise et essaieront de se sentir à l'aise là où ils iront. Donc, on a cette génération de diaspora qui sont les hybrides, entre guillemets, des hybrides de RIPAC, qui vont être... Qui viennent sur le continent, apportent leur savoir ici et retournent en Afrique avec une certaine expertise qu'ils vont pouvoir donner. Mais l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils maîtrisent les codes des deux continents. Donc, ils peuvent s'adapter facilement partout. Et je dirais même, quand on veut être RIPAT, c'est aussi une phase transitoire de bouger pour créer un écosystème dans les deux pays et dans les deux continents. Et c'est comme ça que vous préparez aussi votre retour, pour vous sentir à l'aise. Pour vraiment être stable, il faut bien préparer son retour, il faut se reconnecter, se tropicaliser, comme on dit, avec le continent, et c'est comme ça que vous arrivez à mieux vous implanter dans le pays où vous irez. Encore que ce retour n'a rien de définitivement solennel, parce que, vous l'avez dit, nous l'avons tous dit, vous le savez, vous qui nous regardez, on doit pouvoir, il y a cette notion de liberté derrière ce qui n'est pas dit, de pouvoir aller, venir, être libre d'aller entreprendre là où on voudrait entreprendre, d'apporter ce que l'on voudrait pouvoir apporter, sans être confiné, c'est un mot qu'on comprend très bien maintenant, sans être confiné et en pouvant se soustraire à toute injonction, parfois institutionnelle, en disant tu viens de là, tu restes là, tu es d'ici, tu vas là-bas, tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça. Quelque part, est-ce que ce sont ces savoirs qui viennent pallier aux contraintes administratives existentielles? Oui, mais tout à l'heure, quand on parlait de RIPAT, même dans le terme RIPAT, c'est un instant donné dans votre vie. Je vais dire aujourd'hui, on est diaspora, mais si nous on retourne sur le continent, on est RIPAT, on n'est plus diaspora. Je veux dire, ça sera un instant donné de votre vie, un moment d'activité selon là où vous vous trouvez. Mais ça ne veut pas dire que si on est diaspora, demain on ne peut pas être RIPAT. Ça ne veut pas dire que si on est RIPAT, demain on ne peut pas être diaspora. Donc cette notion-là aussi, il faut bien comprendre. Vous devez pouvoir bouger et apporter votre compétence et pouvoir permettre à la société de valoriser ce que vous avez eu comme acquis dans un autre continent. Vous n'êtes pas de l'avis de nos invités, vous pensez absolument ce qu'ils pensent eux aussi. Lady vous écoute @gmail.com. N'oubliez pas de nous écrire si vous voulez participer à notre émission et puis surtout nous donner votre point de vue sur ce dont nous discutons aujourd'hui. Vous êtes encore avec nous, docteur, vous n'êtes pas parti, vous avez un agenda de ministre, il faut le dire. Que faut-il... Ça vient pas. N'est-ce pas mieux? Vous savez, les ministres sont nommés et dénommés à leur insu, hélas, alors que souvent quand on entreprend soi-même, on a quand même la latitude de gérer ce que l'on va faire. Alors, est-ce qu'on pourrait revenir à la fois sur le club Efficience et puis sur Mansa? Vous avez parlé de Mansa. Qu'est-ce que c'est Mansa? Mansa, c'est un groupe nous sommes 15 cofondateurs Mansa, qui réfléchissons sur l'Afrique, écrit notre propre histoire de l'Afrique, notre propre page de l'histoire de l'Afrique, et en retour, créer vraiment cet éveil des consciences au niveau de la jeunesse pour qu'ils puissent se prendre en main, qu'on ne soit pas toujours à projeter sur l'autre tous les problèmes que nous avons, de se dire comment est-ce que nous on écrit notre histoire et comment on construit. Pour qu'il y ait un changement, il faut déjà prendre conscience. Ça, c'est la première étape. Et ensuite, maintenant, les différents problèmes qui arrivent sur le continent,
quasiment tous nos pays ont les mêmes problématiques, que ce soit la santé, l'éducation, la gouvernance, l'industrialisation, l'économie, la finance, l'agriculture. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que les choses changent? Les conférences, on en a fait. Tanguy, Esther, Mohamed Lamine, on en a fait énormément. Nous avons des solutions. Mais souvent, ces solutions ne sont pas adaptées à notre écosystème. Aujourd'hui, il faut qu'on arrive à l'adapter. Et ce ne sont pas les autres qui le feront à notre place. C'est notre jeunesse. Et c'est ce que Mansa, aujourd'hui, essaie de faire. Nous avons réfléchi, nous avons mis des différentes commissions, avec des clubs dans différents pays, qui réfléchissent sur ces problématiques et qui apportent des solutions qui sont adaptées au continent. Bien, alors vous l'avez entendu, c'est un coup de pression pour vous, la jeunesse. Vous avez une mission au-delà de ce que vous auriez voulu faire. Et j'entends quand même dans ce que vous ne dites pas, et je pense que nos téléspectateurs l'ont bien compris, vous dites l'autre pense que. C'est qui l'autre? Bon, alors comme l'autre n'est pas là, on ne va pas en parler. Il vaudrait mieux que l'autre soit quand même là. Nous ne parlons dans le dos de personne. Cela dit, vous avez quand même relevé un point, la victimisation ne sert de rien, il faut agir. Et j'aimerais, Tanguy, vous donner la parole sur ce point, parce que rien qu'à l'intitulé de la dynamique que vous portez, Black Network, est-ce que si on vous disait qu'il y a un White Network ou que ce soit, est-ce que vous seriez impassible en vous disant pourquoi pas, ou est-ce que vous diriez quand même, on est sincère ici, comment ça, il y a une couleur à ce network? Non, je ne dirais pas comment ça, il y a une couleur à ce network, parce qu'effectivement, nous, on s'est prévalu de cette couleur, donc on peut reprocher aux autres de le faire. Après, nous, notre situation, c'est de dire que la diaspora africaine et afrodescendante en France souffre de différents maux, dans tous les métiers difficiles, aux heures difficiles, quand on voit la France qui se lève tôt, mais on est largement représenté. Et donc c'est pour ça qu'on s'unit et qu'on se fédère pour travailler, pour améliorer notre condition. Si d'autres couleurs ont leurs problématiques, des problématiques qui nécessitent une organisation communautaire, on le comprendrait. Mais quand on est dominant et qu'on vient et qu'on assume, on renforce encore sa domination, c'est problématique. Nous, tout ce qu'on fait, c'est chercher à survivre dans cette organisation et dans le monde dans lequel on vit. Et ça suppose de se rassembler entre personnes qui ont les mêmes problématiques, qui font face aux mêmes difficultés, pour pouvoir juste survivre. C'est juste ce qu'on fait. Mais alors, tout de même, est-ce que de pouvoir faire ce qui est tout à fait fondé, tel que vous le décrivez, justifie qu'il faille aller sur l'épiderme? Parce que quelque part, ne se prive-t-on pas d'un manque de synergie? Parce que finalement, deux personnes qui ont une même vision des choses, quelle que soit leur couleur, peuvent parfaitement s'accorder. Et il n'est pas dit que parce qu'on a en commun une certaine mélanine, alors on a la même vision des choses. Alors là, il y a deux sujets. Il y a le fait qu'on pense que la mélanine, ce n'est que de la mélanine. Ce qui n'est pas le cas. Derrière la mélanine, il y a toute une histoire, des combats communs, des combats en Afrique, des combats dans la diaspora et des combats chez les afrodescendants, comme on peut le voir aujourd'hui en Outre-mer, notamment en Martinique. Tous, autant que nous sommes ici autour de la table, je pense qu'on est solidaires de leur souffrance, parce qu'on sait pourquoi ils souffrent et qu'ils souffrent bien souvent à cause de leur mélanine. Donc ça, c'est une première chose. Après, j'ai coutume de dire que l'amour des siens, ce n'est pas la haine des autres. Donc, ce n'est pas parce qu'on se soutient entre nous, qu'on s'entraide entre nous, qu'on a la haine des autres et qu'on refuse d'autres qui viennent, s'ils considèrent que notre combat est juste, qu'il est louable et qu'ils sont alignés avec nos valeurs, eh bien qu'ils nous soutiennent, ce n'est pas un problème. Donc vous dites à nos téléspectateurs, à tous ceux qui regarderont cette émission, vous pouvez vous joindre au network, au Black Network, aussi black qu'il soit, c'est bien ce que vous nous dites, vous êtes ouvert. On n'est pas fermé en tout cas. Non, mais est-ce que vous êtes ouvert? Oui. This is a yes or no. Il n'y a pas de souci. Est-ce que vous êtes ouvert? Non, dites-nous très sincèrement. Vraiment, vous êtes ouvert? Je ne sais pas sur quel... Non, est-ce que si un tel arrive et ne vous ressemble d'aucune manière et veut participer à cette dynamique de réseautage, parce que c'est cela le network, apporter des choses et vice-versa, est-ce que vous l'accueillez de bon cœur ou est-ce que vous lui dites « Ah, il y a un petit problème ». Moi, je mets au défi Non, est-ce que vous l'accueillerez? Non, attendez, je mets au défi qui que ce soit de dire qu'à l'entrée de nos événements, il y a quelqu'un en armes. Vous ne m'avez pas dit oui et je voudrais entendre qu'il va falloir vous faire une césarienne pour que vous soyez dans cette disposition. Il faut Très expliquer. bien. Alors, Dr Kamgue, du haut de votre grand âge face à cette troisième génération dans l'approche, la gestion de ceux dont nous venons de parler, quel regard portez-vous, qu'auriez-vous à dire? Ben, écoutez, c'est tout le travail qu'Efficience a fait depuis 17 ans. C'est, comme je vous disais, structurer les actions de cette diaspora. Nous menons une multitude d'actions. Mais il manque une coordination et une structuration. Ce qui fait que tout ce que nous faisons n'est pas impartant. Et aujourd'hui, il faut absolument qu'on puisse mettre le paquet sur l'entrepreneuriat. Il faut qu'on soit bien ancré,
même pour aider le continent, il faut qu'on soit bien là où on est déjà. Il faut réussir là où on est. Et l'une des difficultés qu'on a ici, c'est l'entrepreneuriat, le financement de l'entrepreneuriat. Beaucoup de nos jeunes osent, ils créent des entreprises, mais il y a toujours ce problème. On utilise la love money pour créer son entreprise. Quand on commence à se développer, on n'a pas d'accompagnement financier pour passer le cap, ultime. Donc ça, c'est pas aux autres de venir structurer à notre place. Nous, à Efficience, nous nous sommes dit, tiens, cette problématique, il faut qu'on trouve une solution. C'est le but d'Efficience. Et nous avons créé une plateforme qui s'appelle Financement Efficience. Cette plateforme a deux aspects. Les porteurs de projets viennent poster leurs projets pour créer de la visibilité, pour attiser les business angels. Et aussi, les business angels viennent postuler en disant, tiens, je suis intéressé pour... Je voudrais investir mon argent. Voilà. Et ceci nous permet de créer donc, un network de réseautage où on met en lien les porteurs de projets et les porteurs d'argent. Et les porteurs de valises. Et essayer de faire en sorte que ça matche. C'est donc un partenariat gagnant-gagnant. Vous avez parlé d'entrepreneuriat. Lamine, j'aimerais que nous en venions donc à JT West Africa. Comment vous le dites, JT ou GT? GT West Africa. Mais vous pouvez le dire en anglais, JT West. Ah non, on va faire simple. Alors, vous en êtes le responsable du pôle investissement. En quelques mots, voulez-vous nous en donner la teneur? De quoi s'agit-il? Parce que vous nous avez fait comprendre que s'il faut rentrer, ou même s'il ne fallait pas rentrer, il faut poser des actes concrets et investir en est un. Et dans un domaine particulier, nous vous écoutons. Alors exactement, c'est bien que Dr Elie parle de financement, parce que là, on est pile dans le cas. Donc, Dr Elie, vous serez ravi de vous accueillir parmi nos investisseurs. Alors, GT West, c'est quoi? C'est une société de gestion de flotte, donc de gestion de flotte d'engins miniers. On existe depuis 2021 en Guinée-Conakry. Et en fait, on permet à la diaspora, de façon générale, d'investir dans des engins miniers et de générer des rendements derrière. Et nous, en Guinée, donc, on a notre société d'exploitation, on fait donc du transport de ressources naturelles là-bas, et donc on utilise ces engins-là pour travailler en Guinée. Voilà, tout simplement ce que représente GT West Africa. Et ce qui est génial là avec ce que vous dites, Dr Elie, c'est que le projet qu'on propose à la diaspora est un projet concret, un projet qui permet à la diaspora de générer des revenus et de réaliser potentiellement leur projet de retour en Afrique. En générant en fait des revenus passifs, ça nous permet derrière de se libérer de cette charge financière qu'on a en tête qui nous empêche des fois d'avancer. Et là, du coup, l'idée en fait, c'est exactement ça, c'est de permettre aux gens de réaliser leur propre projet grâce aux nôtres, entre parenthèses. Merci pour cette première présentation, mais vous m'obligez à vous poser un certain nombre de questions. Il est bien connu que l'argent n'a pas de couleur. Donc, si un investisseur n'est pas de la diaspora, je m'en tiens à ce que vous avez donné comme descriptif, j'ai compris que c'est une cible, et c'est normal, en marketing, il faut bien cibler. Est-ce que vous ciblez des investisseurs ou est-ce que vous ciblez des investisseurs de la diaspora? Juste pour savoir. Cible l'argent. Voilà, c'est bien d'avoir un ancien avocat à ses côtés. Alors, que faut-il? Pour répondre à votre question, quand on a commencé... Ah, ma question pertinente. Oui, très pertinente, très pertinente. On a commencé donc avec de la love money, justement, donc c'est des investisseurs. Pour la meilleure compréhension de tous, nos téléspectateurs voudraient savoir c'est quoi love money. Love money, c'est du financement qui vient des proches. Donc ça va être par exemple les parents, les amis qui choisissent de mettre de l'argent dans un projet pour le soutenir. Voilà, tout simplement. Et donc on a commencé comme ça avec de la love money et au fur et à mesure ça s'est étendu, donc les proches de proches de proches, etc. Et aujourd'hui, effectivement, on cible la diaspora de façon particulière parce que parmi nos plus de 200 investisseurs, c'est la diaspora qui est la plus représentée, mais pas que la diaspora d'Afrique de l'Ouest. On a aussi, par exemple, des Algériens parmi nos investisseurs, donc diaspora algérienne, on a des Marocains, on a un peu de tout. Donc, comme disait Dr Elie, en parenthèse, on cible l'argent. Non, parce qu'on sait où il y a l'argent. Donc, si vous voulez vraiment de l'argent, vous voulez de l'argent d'amour, quand voulez-vous investir, c'est investir. Donc, investir, c'est investir. Est-ce que c'est une question qui s'impose tout de même, plus sérieusement? De faire partie de la diaspora? Non, de faire participer, voilà, si tout investisseur venait d'où qu'il soit, du pôle Nord ou peu importe, avec de l'argent pour faire des affaires... Clairement. Mais ne pensez-vous pas qu'il faille justement faire une approche marketing dans ce sens aussi? Juste, alors, une question. Justement, notre première approche, c'est justement de cibler la diaspora parce qu'au-delà de l'aspect financier, il y a l'aspect impact aussi. Oui. Et quand on parle à quelqu'un de la diaspora, c'est souvent ceux qui comprennent le mieux
le projet. C'est-à-dire qu'au-delà de, OK, on va mettre de l'argent, on va générer des revenus, on va permettre aussi à des personnes de donc, percevoir un salaire. Il faut savoir qu'aujourd'hui, GT West Africa, c'est 55 salariés. Donc 55 salariés, derrière tous ces salariés, il y a des familles. On sait comment ça se passe dans nos pays de façon générale. Donc il y a tout ça qu'on apporte aux investisseurs. Et ceux qui sont les plus, qui comprennent le mieux le projet sont souvent ceux de la diaspora. Maintenant, à quoi jaugez-vous cette meilleure compréhension du projet tout de même? C'est un parcours commun. Comme disait tout à l'heure Tanguy, c'est un parcours commun. C'est le fait d'avoir connu ces pays-là. Donc nous, on est en Guinée. Ou pas du tout, parce que la troisième génération, souvent, connaît Disneyland. Hein. Mais ils ont leurs parents qui ont connu, etc. On y va par procuration, alors. On y va en vacances, ils sont dans cet environnement, en fait. Ils plongent dans cet environnement. Au moins dans l'assiette, parce que bon, dans les habitudes alimentaires... Même les conseils, les conseils des parents. Ouais. Mais on est quand même dans cette période assez stimulante où, justement, cette troisième génération cherche vraiment à se reconnecter à son pays d'origine, à son continent d'origine. Donc, même si elle n'y a pas été souvent, elle cherche par tous les moyens à le faire. Et donc, il y a le Club Efficience qui permet de le faire d'une certaine manière. Nous, on permet de le faire d'une autre manière grâce à ces revenus passifs qu'on permet de générer. Donc, tous ces moyens-là sont bons pour la diaspora, pour se reconnecter. Comprendrez-vous la question de celui qui dirait « Mais s'ils ont tout ça à faire, pourquoi ne le font-ils pas de là-bas? Pourquoi sont-ils ailleurs et en particulier ici ?» Est-ce que vous comprenez qu'une telle question puisse être posée? Oui. Sincèrement. Alors, totalement. En fait, c'est des parcours de vie. Rien n'est figé. Chaque personne a son parcours. Et c'est ce qui fait que je vous vois sourire. Il a le droit de me couper la parole en plus, parce que depuis tout à l'heure... Non, mais on marche dans la vérité quand même. Il y a des questions qui se posent. Il faut en parler. Oui, il faut savoir que chaque personne... Enfin, on fait des choix dans la vie. Et derrière, après, on a des contraintes. Chaque personne a ses contraintes. Oui. Et il faut savoir être ouvert, comprendre, avoir de l'empathie, se dire que, OK, cette personne-là cherche à retourner, mais elle a ces contraintes-là, elle a une famille, je ne sais pas. Donc, il faut comprendre ça et lui proposer des solutions qui facilitent le retour et pas être forcément dans le jugement, entre parenthèses. Très bien. Nous reviendrons aussi sur cet aspect. On verra quelques photos d'engins, de chantiers et même de la vidéo. Je voudrais que vous preniez la parole, Esther Bois, avant que le docteur nous quitte dans un petit moment, sur l'investissement. Parce que je vous ai présenté comme la présidente de l'Académie de la sous-location professionnelle. C'est je vais le dire, c'est un cadre de formation pour apprendre à investir, c'est bien cela? Exactement. Alors, en quelques mots? Alors, aujourd'hui, l'Académie de la sous-location professionnelle, c'est un organisme de formation qui va accompagner, alors, moi, je prends parti, je n'ai pas de souci avec, les membres de la diaspora à investir dans l'immobilier. Est-ce que vous dites uniquement ou pas? Je ne dis pas uniquement, je dis les membres de la diaspora. Puisque vous avez fait le choix de le préciser, donc je pose la question. Est-ce que c'est uniquement? C'est ouvert à tout le monde, ce n'est pas uniquement. C'était une question. Mais naturellement, il y a 95% de membres de la diaspora. Je ne choisis pas. 99. Je pense qu'il y a cet effet miroir-là qui les emmène à nous. Et aujourd'hui, l'idée derrière, c'est d'investir, mais surtout d'investir intelligemment pour derrière repartir en Afrique. Donc, on le sait tous, ici, on a le travail, le CDI, on court après le temps. On n'a pas forcément le temps de faire d'autres business à côté. Donc, il parlait d'entrepreneuriat tout à l'heure. L'idée, c'est d'apprendre à entreprendre et de bien le faire pour avoir des revenus complémentaires et puis devenir des repas. Vous avez parlé de courir après le temps. À vos côtés, le docteur court après le temps. Avant de vous laisser donc partir, nous resterons donc en vidéo avec les images du Black Network et on reviendra dans la discussion. On va rappeler, si vous le voulez bien, le rendez-vous du mois de février. Donc le 8 février. Le 8 février. Le samedi 8 février. Samedi 8 février. Y a-t-il des conditions pour participer à cette rencontre? Sur le site du Club Efficient, club-efficience.com, vous avez tous les détails. Est-ce que c'est payant? On va y aller simplement. Oh ben bien sûr. La salle n'est pas gratuite. C'est pas une salle qui appartient à la communauté. D'accord. Donc vous voyez bien, donc il faut quand même que le Club Efficient honore de ses responsabilités. Bien sûr. Ça, il y a quand même une entrée payante. Oui. Voilà, mais un très beau panel, de très beaux panels, de très beaux ateliers. Des intervenants avec lesquels nos téléspectateurs, s'ils se déplacent, pourront interagir. C'est clair, c'est le but. Voilà. J'aime beaucoup ce qui nous est mis à l'écran. Merci en régie à Romain. C'est là, on a mis le cloud de tout ce que fait Club Efficience, exemplarité, leadership, talent. Ce sont autant de valeurs que vous portez. On va le voir en grand quand vous serez partis. Très bien. Merci en tous les cas d'avoir apporté cette partie, votre regard sur ce
ce qui va être dit donc, sur les défis et les solutions du retour en Afrique. Et puis venez nous rendre compte, nous restituer de ce qui se sera passé. Avec plaisir. Nous serons présents. Nous serons présents à cette rencontre. Merci. Donc, nous vous laissons partir. On va regarder la vidéo du Black Network. Et puis, on va en parler. À tout de suite. La Cali Business Night, c'est un événement qui a vocation à réunir les entrepreneurs et les investisseurs de la communauté. Cette année particulièrement, nous avons fait une $1 billion dinner. L'idée est de montrer la force, la puissance, le pouvoir économique de la communauté en faisant en sorte que dans la salle, il y ait $1 milliard. C'est ça la valeur de la communauté lorsqu'elle est unie, lorsqu'elle travaille ensemble. La communauté s'unissent pour aider une des startups les plus ambitieuses à lever des fonds. L'ambition pour cette startup, MightyTech, c'est 500K. Nous avons les réseaux, nous savons vers qui orienter pour faire cette levée de fonds. Travaillons ensemble pour la réussite de notre communauté. Gwenola Montero, fondatrice du groupe Weno. Weno, le groupe référent de la formation et de l'insertion. Pour moi, il est important d'avoir un réseau Black Network en France, tout simplement parce que j'aime dire qu'il n'y a pas de réussite finalement solitaire, mais plutôt une réussite solidaire. La force du collectif, elle est hyper importante. Bonjour, Daniel Yerso, président du réseau Tremere Network et directeur associé de Tremplin Capital. C'est une longue continuité. Black Network, c'est le long cheminement de tous les réseaux qui ont été là avant. Et on est ravis de voir une nouvelle génération aujourd'hui qui prend le relais. Beaucoup sur les questions d'investissement, beaucoup sur les questions d'accélération de business model. Alors que nous, on est plutôt la génération qui a évangélisé autour de l'entrepreneuriat. Maintenant, c'est devenu presque une mode. Et on est ravis qu'il y ait des réseaux comme ça, militants, mais à la fois qui restent très focus business. Donc c'est pour ça c'est toujours un plaisir de venir. Je suis Milly Antoui, la fondatrice de Clésis. Avoir un réseau Black Network est important pour la promotion des rôles modèles qui sont essentiels pour aller toujours plus haut, toujours plus grand et se dire que c'est possible et qu'on peut tout accomplir. Alors, je m'appelle Abdoulaye Dia et je suis astropreneur. On me demande souvent à quoi ça rime. Donc, c'est un entrepreneur qui évolue dans le domaine spatial. Aujourd'hui, les gens, en tout cas, qui ont le carnet de chèques sont majoritairement des hommes blancs et ça les rassure d'investir sur des hommes blancs, en tout cas des personnes qui leur ressemblent. Donc, ce fait, les entrepreneurs issus de la diversité ont quand même encore du mal à avoir accès à ces financements-là. Et Black Network permet d'enlever ce plafond de verre et d'accéder à des financements. Bonsoir, je suis Moussa Ouagé, fondateur de la maison de disques Kézit. Un réseau comme Black Network est très important car il permet à des entrepreneurs de se retrouver, d'échanger, de partager des connaissances. Moi, ça m'a beaucoup apporté au niveau de ma société. Ça fait 6 ans que je connais Tanguy et je participe dès que je peux aux événements Black Network. Ça m'a aidé au niveau de mon activité, au niveau de mon entreprise. On a développé notre chiffre d'affaires, on a fait beaucoup de rencontres professionnelles et ça me permet aussi d'apporter mon expertise à d'autres entrepreneurs qui sont en herbe, on va dire. Retour antenne dans Lady vous écoute. Vous avez donc vu là quelques images du Black Network. Je voudrais vous laisser la parole pour en revenir donc sur ces différents profils. On a vu qu'il est des personnes de registres différents, de secteurs d'activité tout à fait différents et peut-être inattendus, majoritairement des jeunes. Donc, comment vous faites? Quelle est la dynamique pour rassembler ces personnes? Voilà, vous en êtes à quelle édition de ces rencontres? Alors, nous, on existe depuis 2011.
Donc ça fait très longtemps. Sur le gala qu'on vient de voir, c'est la 2e édition. Mais on fait des networking depuis, je crois, le premier, c'est en 2013, donc ça fait 10 ans. On fait des networking réguliers et on attire tout le monde. Nous, notre idée, c'est de dire que on veut que toute la communauté se retrouve. Les gens qui sont isolés dans leurs activités, qui n'ont pas la possibilité de travailler avec d'autres, eh bien, nous, on crée les plateformes pour favoriser ces rencontres, favoriser le travail ensemble, favoriser la consommation dans les entreprises de notre écosystème. Ça, c'est notre cœur de cible, quoi. Alors, vous êtes en quelque sorte un trait d'union et puis vous vous donnez pour devoir de mettre les uns et les autres en relation. Tout à fait. Parce qu'une dame l'a si bien dit, être solitaire, ça n'est pas terrible, mais être solidaire, c'est tellement mieux. J'ai une autre formule, on n'applaudit pas d'une seule main, il faut en avoir deux pour faire beaucoup de bruit. Tout à fait. Très bien. Alors, on va en revenir à l'investissement immobilier, et puis c'est quand même le contenu des formations que vous proposez. Est-ce que vous voulez nous en parler un peu plus? Alors, aujourd'hui, moi, j'accompagne les personnes qui veulent investir dans l'immobilier, mais qui ont été bloquées par plusieurs aspects. Ça va être peut-être la banque, donc la capacité d'endettement. Aujourd'hui, quand on pense à l'investissement immobilier, on se dit qu'il faut acheter et il y a beaucoup qui sont bloqués, soit parce qu'ils ne cochent pas les critères de la banque, donc avoir un CDI, avoir un certain niveau de revenus, avoir un certain montant d'épargne. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de rendre l'immobilier accessible à tout le monde. Donc c'est une stratégie qui est très simple mais très peu connue. C'est la sous-location professionnelle. Donc au lieu d'acheter et exploiter le bien, on va louer et sous-louer de façon légale et professionnelle, en location courte durée par exemple, et puis se faire des... On va l'acheter et après on va le mettre en location, c'est ce que vous Non, me dites. justement, alors, on n'achète pas. Oui. Donc je prends un exemple, Tanguy est propriétaire d'un appartement qui loue à 800 €. Donc moi, je deviens locataire de Tanguy. D'accord. Donc c'est un peu comme si je lui loue au mois. Et moi, je vais relouer en détail, donc en location courte durée, sur des plateformes de location à la nuitée. Donc, je pourrais faire, par exemple, ma nuitée à 100 €. Là, on est dans l'hébergement touristique. Voilà. Oui. Donc, on suppose que je loue 20 nuits dans le mois. Ça me fait 2 000 €. Je lui paye son loyer de 800 €. Je règle mes différentes charges et le reste, c'est pour moi. On pourrait se dire, mais pourquoi Tanguy ne le fait pas lui-même? C'est la question. Vous m'avez marché sur la langue. Voilà. Plutôt que de faire des dîners, pourquoi vous ne le feriez pas? Voilà. Soit parce qu'il n'a pas le temps de le faire. En tant que propriétaire, il veut juste son loyer chaque fin de mois et c'est tout. Soit parce qu'il ne sait même pas, soit parce qu'il a d'autres contraintes ou d'autres occupations, ou soit parce que fiscalement, ça ne l'arrange pas, avec toutes les réglementations qui changent aujourd'hui. Donc, nous, d'un côté, on satisfait les propriétaires parce qu'on leur garantit des loyers chaque fin de mois. On est des professionnels, ils sont tranquilles. Et de l'autre côté, on arrive à se faire des marges intéressantes. Et donc, ce sont ces contenus, ce que vous venez de nous décrire succinctement, c'est ce que vous apportez dans le cadre de la formation? Exactement. Alors, on va voir quelques images parce qu'on a vu que vous avez beaucoup de participants. Je ne veux pas dire élèves, ce sont des adultes, on ne va infantiliser personne. Vous avez beaucoup de participants donc, qui viennent apprendre. Quelle est la durée d'un cursus? Alors, la formation dure 1 an. Oui. Et au bout de 3 mois, normalement, en moyenne, on commence à trouver un bien. Donc, on va accompagner les étudiants, les participants à créer leur entreprise pour pouvoir le faire de façon légale. Ensuite, à faire une étude de marché pour bien choisir les biens. On va leur montrer également comment convaincre des propriétaires, ce qui est la clé du business. Et ensuite, comment mettre leur appartement en ligne et générer de l'argent. Il y a des personnes qui nous regardent. Quelles sont donc les conditions? Dites-leur, s'il vous plaît. Alors, les conditions, c'est ouvert à tout le monde. Du moment où vous avez la capacité de créer une entreprise en France, vous pouvez le faire. Donc, vous nous contactez sur nos réseaux sociaux, Esther Bois Consulting. On fait généralement des masterclass d'information. Donc, pendant 2 heures de temps, on va vous expliquer tout le business, en quoi ça consiste. Et si vous êtes intéressé, vous prenez un appel avec un conseiller qui va étudier votre profil, vos motivations et vos objectifs. Et si c'est aligné avec les objectifs de l'académie, on vous fera entrer. À quel prix donc cette formation? Parce que c'est important de le dire. Alors, on est sur un budget global de 10 000 € et la formation et l'accompagnement et le budget pour lancer le premier bien. Si vous avez 10 000 €, madame, monsieur, faites le choix de ne plus faire les achats que vous avez déjà faits et qui ne vous ont pas fait changer de conditions financières et envisagez peut-être, qui sait, de faire autrement, sait-on jamais. ladyvousécoute@gmail.com. Nous restons toujours très à l'écoute de vos suggestions. Vous avez certainement quelque chose à dire vous aussi. Je voudrais que nous repartions en Guinée. Nous allons voir des images tout à l'heure de chantier. Vous nous parliez, vous nous l'avez expliqué, on peut donc participer à l'achat. Je vous laisse présenter le projet.
Oui, alors en tant que membre de la diaspora, en tout cas en tant qu'investisseur, vous avez la possibilité via notre site internet de participer au financement d'un de nos engins. Donc par exemple, en ce moment, on fait financer un excavateur. Donc un excavateur, c'est une machine, un engin lourd qui permet de travailler dans les mines. Donc vous pouvez mettre la somme que vous voulez à partir de 2 500 €. Et donc et pas moins. Minimum 2 500 €. Très bien. Après, vous pouvez mettre beaucoup plus si vous voulez. Donc voilà, et donc vous mettez la somme que vous voulez, et ça va vous permettre de générer un revenu qui est du coup proportionnel à ce que vous avez mis dans l'engin. Et donc une fois que le financement est terminé, nous on s'occupe de tout, donc de l'achat ou la fabrication de l'engin jusqu'à sa mise en production en Guinée. Et donc il travaille comme tout autre engin. Et donc derrière, nous, on vous reverse vos revenus en fonction de la somme que vous avez mis. Vous devenez copropriétaire d'un engin sur un chantier en Guinée. Alors, quels sont les métaux qui sont extraits et pourquoi cela et pas d'autres? Alors, en Guinée-Conakry, la Guinée-Conakry est connue pour un minerai principalement, qui est la bauxite. Oui. C'est le pays avec les plus grosses réserves mondiales de bauxite. Que fait-on de la bauxite? La bauxite, c'est ce qui permet de faire l'aluminium. Et l'aluminium, on va le retrouver dans les batteries de véhicules, dans l'emballage, on le retrouve quasiment partout. Voilà. Donc c'est un minerai très stratégique. Le toit de la maison surtout. Partout, exactement, aussi. Donc voilà, donc on le retrouve partout. Et donc nous, on transporte principalement de la bauxite. Et donc c'est ce qu'on fait et c'est ce qui nous permet justement derrière de pouvoir générer, d'assurer aux investisseurs qu'ils recevront leurs revenus tous les 3 mois. La question que je voudrais vous poser à tous les trois, c'est que dans vos dynamiques respectives, vous n'étiez pas nécessairement, ou peut-être, vous allez nous le dire, positionné, comme le disait le docteur Kamge, sur l'idée d'investir pour peut-être se faire de l'argent, mais pour faire une activité. Parce qu'en général, quand les gens sont dans l'immobilier, c'est pour mettre un toit sur leur tête. Quand les gens vont donner de leur argent, c'est peut-être pour faire des affaires. Mais la partie qui concerne, ou plutôt comment dirais-je, le développement, la partie du développement du continent africain, parfois n'est pas forcément leur sujet, en tout cas le plus immédiat, même si c'est induit. Qu'en pensez-vous, Tanguy? Leur sujet le plus immédiat, je ne sais pas. Effectivement, je pense que tout le monde a une première problématique dans la pyramide de Maslow qu'on connaît tous, qui est d'abord de satisfaire à ses besoins primaires. Et étant en Occident, pour la plupart d'entre nous, on a des diplômes, on arrive à avoir une situation dans ce pays. Au bout d'un moment, on commence à aspirer à autre chose et à se poser d'autres questions. Et c'est à ce moment-là que la question du pays de nos parents et le nôtre aussi se pose. Et qu'on se dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Qu'on ne se contente pas juste de manger, mais il faut qu'on ait un sens. Là, on l'a vu depuis le Covid, tout le monde cherche une activité avec un sens, tout le monde cherche à impacter positivement ce monde. Et finalement, dans nos dynamiques, quelles qu'elles soient, je pense que c'est ça finalement qui se retrouve. La volonté, pas seulement de se gaver, de gagner de l'argent et d'être dans le confort, mais d'avoir une vie qui impacte ce monde. Qu'auriez-vous à répondre respectivement à ces adultes qui disent qu'il y a comme une velléité de mentorat inversé, à savoir la jeune génération qui a des savoirs, des compétences et qui peut les apporter à juste titre, ne serait pas tout à fait dans les formes et c'est mal vécu par ceux que vous considérez comme étant des éléphants à leur poste respectif, à leur fonction, qui de vieux sages, qui de tata, d'oncle, de PDG, parce qu'ils sont là depuis très longtemps, ne savent pas faire forcément les choses comme on les fait dans ce siècle nouveau, notamment à cause ou grâce au numérique, et qui voudraient bien avoir ces savoirs, mais tout doux, quoi. Il ne faut pas pousser mémé dans les orties, qu'en pensez-vous? Alors, moi, je pense qu'aujourd'hui, la première génération, en tout cas de diaspora qui est arrivée, on va vraiment remonter, il y avait les tirailleurs. Après, il y a eu nos parents. Et aujourd'hui, il y a cette génération qui... quasi tout le monde est diplômé. Donc aujourd'hui, je pense que nous, notre rôle et notre devoir, c'est d'aller les chercher et leur dire, en vrai, quelque part, au fond, il y a ce désir de retour en Afrique, mais ils ne savent pas trop comment, parce que finalement, ils ont duré ici, ils n'ont plus vraiment les repères là-bas, ils partent en vacances, et encore, je pense que la troisième génération, on y part beaucoup plus qu'eux. Donc, comment est-ce qu'ils repartent là-bas ? Comment est-ce qu'ils s'organisent? Je pense que c'est à nous aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, avec les déplacements fréquents qu'on fait, de leur présenter des opportunités de retour en Afrique. De leur dire, vous êtes ici, vous avez un petit confort, mais dans quelques années, on en parlait dans les coulisses, vous serez à la retraite.
la question se pose, où est-ce que vous faites votre retraite? Est-ce que vous restez ici? Est-ce qu'on vous envoie en EHPAD, en maison de retraite? Ou est-ce que vous retournez en Afrique? Bon, je pense que la réponse est non. Ah ouais. Donc, c'est dès maintenant qu'il faut chercher des solutions et commencer à investir sur le côté. Est-ce que vous comprenez que, quel que soit l'âge, les anciens notamment, fassent comme font les jeunes maintenant, ici un peu, là-bas un peu, sans forcément être assignés à un endroit et plutôt qu'un autre? Est-ce que pour vous, vous avez cette... Moi, je pense que peu importe l'endroit, le plus important, c'est de savoir comment est-ce qu'on s'organise pour le restant de sa vie finalement. Parce que étant ici, on a le salaire qui tombe chaque fin de mois, mais qui repart aussitôt. Donc, si vous posez la question aux anciens, au bout du compte, qu'est-ce que vous avez réalisé ici ? Il y en a beaucoup même qui n'ont même pas acheté d'appartement ici, qui ne sont pas propriétaires. Qu'est-ce que vous avez fait au pays? Je me suis fait gruger, j'ai envoyé de l'argent, ça n'a pas été fait, on n'a pas construit ma maison. C'est très triste à dire, mais il faut qu'on se ressaisisse très rapidement, je pense. Mais est-ce que vous savez, vous avez bien fait de venir dans Lady vous écoute, vous savez quelle est leur réalisation à ces anciens? Ce n'est ni là-bas ni ici, c'est vous. Leurs enfants. C'est vous, leur réussite. Voilà, j'ai essayé de vous réconcilier aussi avec nos invités parce que ça commençait à sentir le souffle. Nous allons partir sur un chantier. On a une petite vidéo pour voir. C'est vous dans la vidéo d'ailleurs. Il y a un monsieur dans la vidéo qui nous explique des choses sur le chantier. On va aller voir sur le terrain ce qui se passe. Nous sommes donc là avec des personnes de terrain. Quelques minutes pour voir comment ça se fait sur un chantier, ce qui nous en est dit. On regarde ceci ensemble. Aujourd'hui, nous sommes dans une mine de bauxite. Nous allons voir la complémentarité dans le travail entre les engins. Donc, nous avons aujourd'hui une chargeuse et un camion justement 45 tonnes. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? La chargeuse aujourd'hui prend le bauxite, comme vous le voyez. Voilà. Donc, elle va prendre le bauxite et elle va charger la pelle. Donc, cette opération dure généralement 5 minutes. Donc au bout de 5 minutes, la chargeuse aura mis plus de 45 tonnes justement dans la pelle. Et le camion, une fois qu'il est rempli justement, il va aller sur le corridor, comme vous voyez le camion là-bas, il va prendre le corridor et ensuite il va aller déverser au niveau du port. Voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en tout cas, nous, justement, nous insistons sur le fait de financer plusieurs types d'engins pour avoir cette complémentarité et proposer plusieurs services. Voilà. Ce ne sont donc pas des conversations de plateau télé, il y a du terrain, vous avez pu le voir. Je voudrais vous laisser donc rebondir sur un point. Est-ce que vous avez ce lien avec votre génération qui, elle, est sur le continent et qui n'a pas forcément peut-être eu la chance de faire des études poussées ou d'entreprendre, alors que le désir est là et que parfois les compétences sont là? Ou est-ce que vous êtes conscient de ce que vous puissiez être perçu dans chaque pays d'origine comme étant ces extraterrestres venus d'ailleurs qui se prennent pour ce dont on sait qu'ils se prennent parfois? La vérité, c'est que certains se prennent véritablement comme ça, qui Oui. ont le syndrome du sauveur et qui pensent qu'ils vont, avec leur diplôme acquis en Occident, sauver l'Afrique. Mais effectivement, c'est pas comme ça que nous nous positionnons, mais on a conscience qu'on a cette image. Et moi, ma croyance, c'est que le temps fera son œuvre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup d'entre nous qui rentrent. Effectivement, peut-être qu'au début, il y a une mauvaise perception de leur arrivée, mais comme ils viennent avec des bonnes valeurs, avec une bonne volonté, et aussi qui font gage aussi par leurs actions, qui ne se prennent pas pour plus qu'ils ne sont, eh bien, au fur et à mesure, avec le temps, on sait que nos mondes vont fusionner. Mais c'est une question de temps. Et ici, on n'est pas devenu ce que nous sommes en une génération. Il a fallu parfois 2-3 générations pour qu'on puisse commencer à exploser le plafond de verre. Eh bien, je crois que en retournant en Afrique avec le temps, dans 1-2 générations, eh bien, on se fondera dans cette belle Afrique qu'on va tous voir en 2050, je pense. Quels sont les secteurs d'activité qui se dégagent de manière majoritaire au sein des personnes qui sont avec vous dans ces rencontres, dans ces réseautages? Quelles sont les natures de type d'activité? Est-ce qu'il y a une cartographie ou est-ce que, bon, certes, il y a de tout, mais majoritairement, est-ce que vous sauriez nous dire un peu plus? Alors, il y a de tout. Nous, on a un gros focus actuellement sur le sujet de l'investissement, comme l'avait expliqué le docteur Elie. Oui. C'est-à-dire qu'on met en relation les porteurs de projets avec les investisseurs et donc on va avoir
très représentés des fonds d'investissement de la diaspora ou des fonds d'investissement tournés vers la diversité. Assez. Forcément, on est surreprésenté dans les activités en lien avec la food. Donc, on a des chaînes de restaurants quand même, pas mal. Beaucoup d'activités en lien aussi avec le sport, parce qu'on est très représenté dedans. Malheureusement, bien souvent, on est très présent en tant que sportif et pas beaucoup dans l'encadrement du sportif. Et petit à petit, au niveau entrepreneurial, nous, on est en train de fédérer cet écosystème-là. Idem pour tout ce qui est relatif à la musique. On avait aussi au départ beaucoup de musiciens issus de la diaspora africaine afrodescendante. Et au fur et à mesure, on commence à avoir tout cet écosystème de producteurs, de managers, de maisons de disques au sens large. Comme des hommes d'affaires. Exactement. Et des femmes d'affaires. Et des femmes d'affaires également. Une parité. Alors pour nos membres, on a 50-50, effectivement. C'est intentionnel ou c'est arrivé tout seul? C'est arrivé tout seul. C'était pas intentionnel. Au début, nous, Black Network, on était un réseau d'hommes parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait les problèmes qu'on rencontre souvent dans les organisations entre les hommes et les femmes. De quoi parlez-vous? Quel problème? Moi, je vais le dire. Souvent, les histoires qu'on entend beaucoup dans les émissions, les dragueries et autres, entre les hommes et les femmes. C'est dans les émissions, c'est pas... Ouais. Chacun sera son idée. Mais quand on a constaté qu'on se privait, je pense, d'une part significative de talent de la diaspora, on s'est dit non, maintenant on va ouvrir, et force est de constater qu'aujourd'hui on est à 50-50, en tout cas au niveau de nos membres et dans notre staff. C'est-à-dire, vous me voyez moi, mais ma directrice des opérations, c'est une directrice, vous voyez, parce que en fait, il faut qu'on soit complémentaires pour pouvoir faire quelque chose de significatif. Mention spéciale donc pour ces talents de la diaspora, qui est une part significative, qui n'a pas que des talents, mais des talents, oui, vous priviez déjà d'autres choses. Alors si vous priviez de là aussi, ça aurait été un tout petit peu compliqué. Tout à fait. Quel message voudriez-vous faire passer à nos téléspectateurs plus que 2 minutes avant de rendre l'antenne? Ça passe très vite, oui. Je vous regarde, ça commence par vous. Alors, le message que j'aimerais faire passer aux téléspectateurs, c'est que on assiste quand même à une période, comme je le disais tout à l'heure, fantastique, où les esprits se réveillent, il y a une stimulation intellectuelle, tout le monde essaye de faire des choses, tout le monde essaye de porter des projets, d'investir dans des projets, de structurer des projets, etc. Et ce qui est bien avec ça, c'est qu'en fait, on se retrouve tous avec une idée commune qui est que qu'est-ce qu'on peut faire pour soit retourner en Afrique ou alors apporter notre pierre à l'édifice dans notre pays d'origine ou dans un autre pays. Donc, pour moi, ça, c'est fantastique et ce sont des choses à soutenir, soit donc par le porte-monnaie ou alors par le soutien via ce type d'association, ce type de collectif comme Black Network. Donc, pour moi, c'est vraiment une chose à soutenir, comme je disais, une chose à soutenir et à encourager. Votre mot de la fin, Esther? Alors, moi, je dirais à toutes les personnes de la diaspora, quelle que soit la génération, la première, la deuxième ou la troisième, de commencer à se poser et à réfléchir concrètement à comment est-ce qu'on peut avoir des sources de revenus complémentaires en plus du salaire ici. Et une fois que, bon, ça passe aussi via la sous-location professionnelle, on pourra vous accompagner. Et une fois que c'est fait, comment est-ce qu'on retourne sur le continent? Donc, je vous invite aussi au forum RUPAD parce qu'on aura un atelier pour récolter les besoins de la diaspora pour un projet commun en Côte d'Ivoire qui connaît un boom économique aujourd'hui. Très souvent, on vient nous présenter des projets d'Afrique, mais là, l'idée, ça sera de se réunir, de voir nos besoins et de faire un projet commun ensemble, dans l'immobilier, bien évidemment, parce que quand nous allons repartir, il faudra avoir un toit pour pouvoir commencer à investir. Donc voilà. Votre mot de la fin? Moi, je dis toujours qu'on n'est pas venu dans ce pays pour galérer, on est venu dans ce pays pour réussir. Et si vous êtes entrepreneur et que vous voulez réussir, Black Network est la solution. Je voudrais emprunter votre mot de la fin. On n'est pas venu sur Terre pour galérer. Et si vous êtes vivant et que vous pouvez dire « aïe », c'est que vous avez mal. Et si vous avez mal, c'est que vous êtes vivant, car seuls les vivants peuvent avoir mal. Et bien, puisqu'on est vivant, on va essayer d'y arriver. Rendez-vous dans notre programme prochain. Merci, à bientôt.